Je suis très honoré d'ouvrir le show aujourd'hui. Bienvenue à tous. Je vais vous parler de l'arrivée des institutionnels de plus en plus dans l'univers des cryptos. Ça va être une introduction un peu générale, c'est une entrée en matière. On va parler de ce que sont un peu les cryptos réellement. Parce que depuis, ça fait 15 ans maintenant, bientôt que le Bitcoin est apparu. Et ça fait 15 ans qu'on peut lire tout et n'importe quoi dans les médias. Notamment, bon ça date maintenant, 2013, vous voyez. Dans Le Monde, voilà, c'est une monnaie de casino. On a l'habitude, plus récemment, avec celle de Tarlet, qui arrête pas de dire n'importe quoi à chaque fois, qui dit que ça repose sur rien, que on le voit en fait toutes les semaines. Il y a rien de très très nouveau. On voit que ça existait déjà à l'époque avec Internet. Je vais essayer d'expliquer, de vous donner une vue un peu d'ensemble de l'écosystème, de ce que sont les cryptos. En 2 mots, moi, qui je suis, je me suis passionné en 2014 pour les cryptos. J'ai créé une chaîne YouTube, j'ai sorti 2 bouquins. Et j'ai créé Bex, c'est la chaîne YouTube, et aussi Stoken, qui est un PSAN. On a une API en fait qui permet aux investisseurs institutionnels de se lancer dans la crypto. Donc ça, c'est les 2 bouquins que j'ai lancés en 2019 sur les ICO et en 2023 sur la DeFi. En fait, dans un premier projet crypto, j'avais géré un portefeuille assez important dans la DeFi. Du coup, je partage un peu tout ça un peu tout ce qu'il faut savoir sur la DeFi. Et là, on est en train de faire une fusion avec CryptoSure pour faire du paiement, des montants assez importants. Par exemple, vous voulez payer un voyage ou acheter un appart, acheter une voiture, on organise tout. C'est organisé. En fait, on vous assiste. C'est un peu du service sur mesure, mais donc c'est du paiement crypto, quoi. Donc, que sont réellement les cryptos? Alors, je pars du principe que voilà, ça va vraiment être une intro, mais moi, ça fait 10 ans que je les étudie, les cryptos, assez sérieusement. Et il y a une comparaison qui, moi, m'aide franchement à bien comprendre ce que sont les cryptos. Ce sont des associations, en fait. Ce sont des gens qui se rassemblent sur Internet pour se rendre un service les uns aux autres. Le Bitcoin, par exemple, c'est quoi? C'est une association de personnes qui se rassemblent pour s'échanger de la valeur entre eux. Voilà, rien d'exceptionnel. Donc c'est des associations qui se rassemblent pour rendre un service. À l'heure actuelle, le gros des services qui sont rendus par les cryptos, en tout cas tout le focus est mis sur les associations qui rendent des services financiers. On voit bien le Bitcoin, mais on voit toute la finance décentralisée. Mais en fait, ces associations permettent de rendre des services hyper variés. Et mais bon, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est elles fonctionnent toutes sous le même principe. Vous avez par exemple, c'est un bon exemple en fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Constitution DAO, donc qui est une crypto qui a été créée il y a 2-3 ans. Ce sont des personnes qui se sont rassemblées sur Internet avec pour objectif d'aller acheter l'original de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Donc voilà, ils se sont mis en commun. Ils ont créé une crypto. Ils ont mis de l'argent en commun. L'objectif, c'était de mandater quelqu'un pour aller acheter, pour aller bider, pour aller carrément bider et acheter l'original de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Ça, ils l'ont pas fait, mais ça s'est joué à rien. Et au final, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Le service, c'était d'aller acheter la Constitution, et s'ils l'avaient acheté, s'ils avaient réussi à l'acheter, finalement, les tokens qu'ils ont obtenus en déposant de l'argent, eh bien, ce token aurait pris de la valeur. En tout cas, il y avait un sous-jacent. Il y avait le sous-jacent de la Constitution. Et c'est un peu toujours pareil, si vous voulez. Le token, en théorie, prend de la valeur quand le service rendu par cette association est bien rendu. Plus il est rendu, plus il y a de monde qui utilise ce service, si vous voulez, plus le token va prendre de la valeur. C'est pour ça que le Bitcoin, en fait, prend de la valeur, parce que il y a une communauté énorme. Et beaucoup de gens utilisent le Bitcoin pour s'échanger de la valeur. Et en fait, les cryptos, elles fonctionnent toutes selon cette méthode-là. Donc c'est des associations qui peuvent être ouvertes, Bitcoin, Ethereum, toutes les cryptos qu'on connaît, ou fermées. Et ça, les instituts créent des associations fermées, notamment, où on ne peut pas rentrer, on ne peut pas utiliser le service proposé par l'association. Donc moi, je trouve que c'est une comparaison qui permet de bien comprendre comment ces écosystèmes fonctionnent, parce que c'est quand même grosso modo comme ça. Là, vous avez une vue du dessus, si vous voulez, de la finance décentralisée, avec, on voit bien tous ces écosystèmes.
ça, c'est toute la galaxie Ethereum avec les Layer 2. En gros, ce sont des... Ce que fait Ethereum, c'est qu'il loue sa blockchain. Ce service, c'est louer sa blockchain et ça permet de développer, de déployer. C'est un AWS en gros. C'est juste que c'est décentralisé. C'est-à-dire que la base de données est décentralisée, la machine virtuelle est décentralisée. Mais en gros, c'est un AWS. Et il y a plusieurs AWS qui utilisent la sécurité d'Ethereum. Voilà, Polygon, Optimism, Arbitrum, vous les connaissez sans doute. Et vous voyez, vous avez d'autres galaxies. Vous avez la galaxie de Cosmos. Bon, avec Terra a disparu, ça date de 2022 maintenant, ce truc. Mais vous voyez, vous avez Osmosis, vous avez la Binance Smart Chain qui est créée sur Cosmos, vous avez Polkadot, et vous avez plein fait, d'écosystèmes qui apparaissent en permanence. Vous les retrouvez là-haut, avec Solana. Voilà, il y a aussi, il y a effectivement Binance, Théo, Avalanche, Harmony, il y en a plein. Et ça évolue très vite parce que tous ces écosystèmes sont open source. C'est-à-dire que n'importe qui peut copier le code à tout moment et donc l'améliorer. C'est pour ça que ça va extrêmement vite. Vous voyez, en l'espace d'une année déjà, et bien cet écosystème, il est quasiment... voilà, on pourrait recréer une carte, en fait. Elle est quasiment dépassée. Là, c'est un peu... en fait, ce qui est important de comprendre pour avoir une vue d'ensemble des cryptos, je pense, c'est que vous avez d'un côté les crypto-monnaies, et de l'autre les actifs tokenisés. Parce que, vous voyez, vous avez les différents intervenants, donc pardon, excusez-moi, je vais y arriver, les investisseurs retail, c'est vous et moi, ce qu'on appelle aussi communément dans le jargon le plancton. Vous avez les entreprises, les institutions financières et les États. En gros, là, vous avez les whales, donc les baleines, c'est un peu le jargon que vous connaissez peut-être. Tout le monde utilise, si vous voulez, à la fois les cryptos et les actifs tokenisés de manière assez différente. Bon, c'est un peu grossier si vous voulez, mais ça permet de donner une idée parce que si vous voulez, pour ce qui va particulièrement intéresser les instits, c'est la partie actifs tokenisés qui vont leur permettre, on va le voir assez rapidement, mais ils vont leur permettre de faire des gains, si vous voulez, de productivité considérables. Et c'est ça qui les intéresse. Ce qui nous intéresse nous plus, c'est d'utiliser les services des associations dont je vous ai parlé, d'investir, donc parce qu'on croit dans un projet, on achète le token et on le conserve. Et donc le paiement, c'est un des services en fait rendus c'est un des services rendus. Donc on pourrait tout à fait l'ajouter dans l'utilisation des services. Après, on va pouvoir aussi évidemment investir dans les actifs tokenisés. Les actifs tokenisés, c'est quoi? C'est les actifs existants, donc essentiellement les actifs financiers pour le moment, mais ça va évoluer. Vous avez les actions, les obligations, l'immobilier, toutes les parts de société qui sont transformées en tokens comme un bitcoin pour être échangées, si vous voulez, dans l'univers des cryptos. C'est-à-dire vous avez deux univers, l'univers de la finance traditionnelle et à côté vous avez l'univers, ce que je vous ai montré à l'instant, de ça par exemple, vous voyez, de la DeFi, c'est de pouvoir aller échanger des actions et des obligations sur Ethereum, sur Polygon, et il y a des bridges entre tous ces univers qui permettent d'aller se les échanger. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la DeFi est extrêmement novatrice dans la façon de créer de la valeur, comme d'ailleurs toutes ces associations. Elle génère de la valeur d'une manière qui est très nouvelle et que beaucoup de gens ne comprennent pas en fait. Mais donc voilà, dans la DeFi, c'est super intéressant parce que ça va permettre, si vous voulez, de créer beaucoup plus de liquidité, beaucoup plus de fluidité dans les échanges de ces actifs, notamment financiers. Et c'est ce qui intéresse les instits. Donc c'est un peu le décor. D'ailleurs, les instits s'inspirent très largement de la DeFi. Ils ont pompé. C'est open source, donc ils en profitent. Et donc les instits, eux, ce qui les intéresse, c'est aussi l'investissement, l'utilisation des services à travers la DeFi et le paiement. En gros, c'est ça les gros services. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est ça, l'optimisation. On va y revenir rapidement. Donc l'impact de l'arrivée de ces gros instits, quand je dis instits, c'est quoi? Donc c'est ce que je viens de vous dire, c'est les grosses entreprises. Alors il y a des entreprises, on pense tout de suite à MicroStrategy par exemple, ou à PayPal qui se sont mis au crypto, c'est-à-dire qu'ils en ont ajouté dans leur balance sheet. C'est pas MicroStrategy en 2021 quand ils ont commencé à en acheter, c'était pas rien en fait. Faut voir que c'est des sociétés cotées, ils ont un board, il faut convaincre tout le board d'aller acheter, si vous voulez, des cryptos. De les conserver dans les livres, c'est compliqué comptablement. Ils sont pas faits pour ça, si vous voulez. Ils savent pas leurs comptables, ils savent pas les comptabiliser. Fiscalement, c'est compliqué. Les conserver aussi, c'est compliqué. Donc, il faut se projeter. C'est pour ça qu'il y en a pas encore beaucoup qui le font. Mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les ETF. Vous voyez, les ETF, pour ceux qui, je pense que vous savez ce que c'est, mais ce qu'on appelle des exchange traded funds, ce sont des fonds en fait, ce sont des entreprises
qui accumulent des bitcoins pour vous et qui sont autorisés à les échanger rapidement en fait sur alors pas les bitcoins hein, mais leur part aller sur des bourses d'échange centralisées comme CME. C'est pour ça qu'on est Exchange Traded Funds, sont des fonds qui permettent en fait d'échanger très rapidement des parts et donc ça permet indirectement de détenir des bitcoins et donc on va y revenir mais c'est pour ça qu'ils sont intéressés. Sur les retail, le premier impact évidemment ça va être plus de corrélation avec la finance traditionnelle. Vous avez ça c'est les ETF dont je viens de vous parler. Vous voyez, on a donc ils ont 1 an grosso modo et ce qui est intéressant de voir, ils ont une market cap. En gros, ils ont ces entreprises hein, qui accumulent des bitcoins dont je viens de vous parler. Ils en ont en gros donc les actifs sous gestion, c'est en gros je crois que c'est 140 milliards. Ce qui est beaucoup, hein, c'est déjà, vous voyez l'ETF de BlackRock, il est déjà plus gros que son ETF sur l'or. Il n'y a jamais eu une adoption aussi rapide chez BlackRock, qui est le plus gros ETF. Donc ça correspond en gros à 6%, si vous voulez, de la market cap, la capitalisation boursière du Bitcoin, c'est en gros 2000 milliards en ce moment. C'est quand même énorme. C'était à 700 il y a pas très longtemps, hein, il y a 1 an. Donc ça a déjà énormément grossi, mais vous voyez, donc ça correspond en gros à 6%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils vont vous voyez, on voit bien cette corrélation ici, quand elle est autour de 1, c'est que c'est une corrélation quasiment parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le S&P, qui correspond au CAC 40 américain, eh bien ça veut dire qu'il se comporte exactement de la même manière que le Bitcoin, ou inversement plutôt. Le Bitcoin se comporte exactement de la même manière que le S&P ou le Nasdaq, et on voit que l'or, pas toujours, hein, vous voyez, l'or se comporte pas toujours de la même manière. En ce moment, on verra que sur 2024, quand même, depuis un moment, on a clairement une corrélation entre les actifs financiers, les cryptos, et évidemment donc les actifs traditionnels. Et ça va entraîner quoi? Ça va entraîner, comme on a vu par exemple en mars 2020 avec le Covid, si jamais le S&P crash, les cryptos vont crasher avec. Parce que les instituts, si vous voulez, traitent les cryptos dans leur portefeuille de la même manière que les autres actifs. S'ils ont des appels de marge à payer, par exemple, rapidement, ils vont vendre leurs cryptos. Ils les traitent, il n'y a pas de sentiment, quoi. Et donc, il va y avoir une corrélation. Hein. Là, il n'y a que 6% dans les ETF, mais à mesure que cette part va grandir, et elle va grandir, eh bien, cette corrélation va grandir. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on sait depuis le début. C'est les cryptos, le Bitcoin surtout, devient une classe d'actifs à part entière. Et donc, ça va devenir une classe d'actifs en étant adopté par les instituts. Alors c'est pas quelque chose qu'on souhaite initialement, mais c'était quelque chose qu'on sait que ça allait arriver. On le savait. Enfin, je veux dire, c'était écrit quoi. La deuxième conséquence qui est assez claire aussi, c'est qu'il va y avoir de moins en moins de volatilité. Je pars sur le Bitcoin. Heureusement, il y a tous les shitcoins derrière qui permettent à ceux qui veulent plein de volatilité d'aller en prendre. Ça, il n'y a pas de problème. Je reste sur le Bitcoin. Et là, vous voyez d'ailleurs, c'est pour ceux qui ne savent pas, en 2 mots. Le Bitcoin, c'est des cycles, de 3 ans et demi, 4 ans max. En fait, c'est 3 ans et demi. On est dans le 4e cycle actuellement, et c'est des cycles courts, mais qui sont extrêmement minutés. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point les cycles du Bitcoin se répètent. On se demandait, vous voyez, en fait, ils sont drivés par des halvings. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais c'est des mécanismes qui sont inhérents au Bitcoin lui-même et qui, si vous voulez, en gros, du jour au lendemain, le nombre des Bitcoins qui sont mis en circulation est divisé par 2. Et donc, historiquement, ça, vous voyez, vous avez les halvings ici, là, et historiquement, ça a toujours entraîné, juste après, un effet de rareté et donc une forte poussée haussière. Historiquement, ça a toujours été le cas. Ça coupe pas ici, hein, vous voyez, le dernier halving était au mois de mai 2024. Quand même depuis on a atteint les 110. Donc vous voyez, cette charte a été faite, je sais pas, l'année dernière, c'était en 2024. Pour le moment, le cycle se répète. Et hyper précisément d'ailleurs, on a énormément d'indicateurs qui nous permettent, des indicateurs on-chain, qui nous permettent, vous savez, toute la data est open source, hein, donc on a accès à tout. Et on peut aller très facilement voir comment le réseau Bitcoin s'est comporté dans ces cycles-là et savoir où on en est dans ce cycle-là. Et donc ça, il y a plein d'indicateurs qui sont hyper précis là-dessus et qui nous disent que, faut pas non plus être... qu'on est dans la phase d'accélération à la fin du cycle haussier, quoi. Enfin, pas à la fin, mais on est déjà bien avancé dans le cycle haussier qui a commencé en fin 2022. Fin 2023, pardon. Tout ça pour dire que
on va avoir le Bitcoin à mesure que sa taille augmente, que les instituts arrivent, qu'ils ajoutent de la valeur dedans, qu'ils en accumulent. On va avoir de moins en moins de volatilité, mais bon, faut voir aussi que, vous voyez, pardon, je suis désolé, cette charte l'explique assez bien. Là, en 2012, on était passé de 0 à 0,1. Là, on est passé de 15 000, dans le dernier cycle ici qu'on ne voit pas, on va passer de 15 000 à peut-être 120, 130 000. Enfin, en tout cas, ça serait raisonnable de penser qu'on va aller à 130. Il y en a qui disent bien plus, ça on peut pas trop savoir. Mais vous voyez bien, on voit clairement qu'on a une courbe descendante ici, et parce que 2000 milliards, faire grossir une market cap de 2000 milliards, faire bouger le cours d'un Bitcoin à 2000 milliards, eh ben, c'est quand même beaucoup plus compliqué que quand il pesait rien du tout, quoi. C'est une deuxième conséquence pour nous. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de volatilité. Est-ce que ça veut dire que il ne faut pas investir? Non. Enfin, je veux dire, on va continuer. Ça va continuer à être intéressant. Et d'autant que si vous voulez prendre du risque, comme je le disais, il y a plein d'autres possibilités. Avec les cryptos, ça vous avez l'embarras du choix. Et évidemment, on se dirige aussi vers plus de réglementation. Clairement, les cryptos, le Bitcoin en particulier, vont être encadrés. Alors en Europe, nous, on est les champions. Hein. Du coup, on a eu le PSAN en France, clairement, dont MiCA, qui est la réglementation européenne, le règlement européen, donc qui est rentré en vigueur là début janvier. Voilà, alors hyper bien encadré, au même niveau quasiment que les sociétés de gestion traditionnelles, donc hyper exigeant. Ce qui est bien en soi, quelque part, au moins on va avoir un environnement carré, mais qui était nécessaire à l'arrivée des investisseurs institutionnels et à beaucoup de flux. C'est pour ça très clairement même que dans les années à venir, les flux financiers qui vont rentrer dans l'univers des cryptos va être croissant et va s'accélérer a priori. D'autant que, enfin, vous voyez, l'utilisation, on voit Auxerre par exemple qui permet les paiements. On a eu Cannes, on a Monaco. Ils sont en train de lancer et puis il y a quand même la dynamique donc derrière Trump. On voit bien que c'est en train de rentrer dans petit à petit. Hein. Moi, je le suis depuis 10 ans. Je peux vous assurer qu'on voit très très clairement l'évolution et que ça va s'accélérer. Ça s'accélère. Bon, ce que ça entraîne aussi, c'est que le fait que ce soit réglementé, il y aura aussi beaucoup moins de transactions illicites. Et ça, bon, déjà, on le voit bien. Déjà depuis 2022, ça s'est quasiment effondré. Donc, tous ceux qui nous disent que ça sert à financer à financer le terrorisme, c'est complètement faux. Enfin, c'est pas complètement faux évidemment. C'est utilisé, mais c'est un très très mauvais outil, si vous voulez. Je pourrais rentrer dans les détails, je vais pas le faire, mais par exemple le Hamas, il y a beaucoup de gens qui ont dit que les attaques du Hamas avaient été financées par le Bitcoin. En fait, ça a été démenti après parce que même le Hamas avait dit arrêtez de nous envoyer des Bitcoins, ils sont en train de démanteler tous nos réseaux. Parce que évidemment, comme vous savez, toutes les transactions sont liées les unes aux autres et on peut remonter les réseaux, ce qu'a fait la CIA sans problème. Donc voilà. On va vers plus. Bon voilà, en gros, ça va devenir une classe d'actifs, et ça on le savait depuis le début. Maintenant, qui avait l'impact pour nous, l'impact pour les banques maintenant, je pense que l'impact pour les banques il va être encore beaucoup plus important, enfin je pense pour nous. Vous avez donc d'une part sur la partie crypto, vous voyez, crypto, actifs tokenisés, sur la partie crypto, évidemment on va assister à une adoption croissante. Je pense que BlackRock a lancé comme ça on en a déjà parlé, des ETF, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Vous avez, on va assister de plus en plus à des, en fait, les banques vont commencer à les proposer à leurs clients, très clairement. Bon, ça existe déjà, on voit bien Revolut, on voit bien tout le monde, mais vous allez en avoir dans les banques mainstream très rapidement. Ils sont tous en train de créer des desks de trading, c'est-à-dire des plateformes avec leurs traders. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des volumes qui vont être hyper croissants dans les années à venir. Ça, on n'a pas trop de doutes. C'est la partie crypto. Mais ça sera uniquement, je pense, en grande partie sur la partie investissement. Et alors justement, ils vont aussi utiliser la partie DeFi, donc la partie service, je pense, assez rapidement. Et je vais y revenir tout de suite. Ce qui est important de noter, c'est ça, c'est que, vous voyez, elle, c'est la CEO de Franklin Templeton. Donc Franklin Templeton, c'est un des plus gros asset managers américains. Et donc là, je crois qu'on est au World Economic Forum de l'année dernière, un truc comme ça, je ne suis pas sûr. Mais bon, elle a dit clairement, et elle l'a redit depuis, que les cryptos, c'est un amuse-bouche, en gros. Le Bitcoin, c'est un amuse-bouche pour les investisseurs institutionnels.
Et ce qui les intéresse surtout, c'est la tokenisation des actifs. Ça, elle l'a dit à plusieurs reprises. Je vais faire une toute petite parenthèse parce qu'on l'a énormément entendu ça. Il y a beaucoup de gens qui commencent à nous dire le fait que les instituts arrivent, on va avoir de plus, enfin les cryptos vont commencer à représenter un risque systémique parce que c'est instable, parce que ça finance pas tout ce qu'on dit, quoi, hein, qu'on entend depuis 15 ans dans les médias. Et j'aimerais juste remettre les choses à leur place. Donc vous voyez, hein, typiquement, on va pas citer le monde, hein, mais devient un danger pour le système monétaire. Mais on le voit tout le temps. Si vous êtes un peu attentif, c'est en permanence. Et là, il y a un site qui est assez marrant, donc qui s'appelle Money Market, donc 2022. Alors là, c'est les chiffres de 2022, mais ils sortent tous les ans. Et ça permet de visualiser, si vous voulez, les richesses mondiales. Un petit carré, c'est 100 milliards, 100 milliards, ok, vous voyez. Donc là, à l'époque, c'était en 2022, on avait Sam Bankman-Fried qui a atteint une... On le voit ici, je ne sais pas, tout le monde ne le voit pas, mais en gros, c'était sa richesse. On a les cryptos, donc 2022, du marché. Là, ça représente, vous voyez, 700 milliards. Là, le Bitcoin, c'est déjà à 2000 milliards. Hein. Là, toutes les cryptos ensemble étaient à 700 milliards en bas du marché. Donc vous voyez, 700 milliards. C'est en gros, donc là on est autour de, on doit être à 3000 milliards en tout, peut-être un peu plus. Vous voyez l'or, ça représente, donc c'est déjà un peu plus grand. On a, en termes de market cap, je crois que les cryptos dépassent déjà largement, dépassent l'argent. Vous avez les produits dérivés. Donc ça, c'est la valeur. Donc vous savez ce que c'est les produits dérivés, hein, c'est les produits qui sont échangés entre les banques, soi-disant pour assurer les produits financiers. Et là, vous avez la market cap des produits dérivés. Premier tableau, deuxième tableau, troisième tableau, quatrième tableau. Et donc moi, ça me fait toujours rigoler quand on dit que les cryptos sont un risque systémique pour l'écosystème. C'est évidemment faux. Évidemment faux. C'est beaucoup trop petit, si vous voulez. Même maintenant, c'est beaucoup trop petit pour avoir un impact sur le système monétaire tel qu'il est. Et ça, c'est les produits dérivés. C'est là le vrai danger. C'est pas moi qui le dis, hein. Warren Buffett l'a dit avant moi. Ce sont des armes de destruction massive. Donc moi, je pense que c'est important de noter ça. C'est important de garder ça en tête. Et donc la tokenisation, c'est ça le vrai game changer. Encore Madame Franklin Templeton, qui dit que c'est de la sécurisation sur stéroïdes, en gros de la titrisation. Les cryptos inventent rien finalement. Tokeniser, c'est égal titriser. On transforme une action en token pour pouvoir l'échanger plus facilement sur des réseaux, dans des associations en fait, qui ont été constituées entre les banques. Vous voyez, en fait, ils constituent des réseaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en deux mots, les banques, elles ont été construites sur des systèmes qui datent des années 70 et qui sont très largement incompatibles les uns avec les autres. Et donc, ils ont des back-office, c'est-à-dire des armées de personnes derrière qui checkent que, quand ils font des transactions entre eux, que ces transactions sont bonnes, quoi, qu'ils s'échangent bien le même nombre. Et donc, c'est leur back-office. Du coup, ça leur coûte des milliards. Le rêve de toutes ces banques, c'est de créer des associations, et ils sont en train de les mettre en place, elles existent déjà. Et c'est donc pour pouvoir s'échanger ça beaucoup plus rapidement. Ils ont déjà très largement commencé, UBS, Société Générale. Là, ils sont en train de faire des tests en pompant très largement ce qu'a fait la DeFi. Donc ça, ils commencent déjà aussi à créer des fonds avec les actifs tokenisés. Et on a JP Morgan qui est en train de qui fait du paiement interbancaire, hein, concrètement entre les. Ils ont d'ailleurs, c'est assez intéressant qu'ils aient mis des bâtons dans les roues. Hein, ça s'appelle Onyx pour JP Morgan avec XRP. Hein. C'est étonnant que Ripple ait eu des problèmes avec la SEC. Alors maintenant, parce qu'ils font exactement la même chose. Mais bref, je vais pas faire de. On se demande pourquoi XRP a eu autant de problèmes et JP Morgan n'en a pas eu. Hein. Mais en tout cas là, Ripple a le vent en poupe parce que ils sont clairement maintenant libres de pouvoir faire développer le produit qu'ils ont envie de développer. Une des associations fermées qui est développée notamment par ces banques, ces cantons. Vous voyez, là, il y a tous les petits copains, BNP, Goldman, il y a tout le monde. Et là, c'est l'association. Donc, ils vont se rendre des services, ils vont faire des produits dérivés entre eux sur des blockchains. Tout ça va être automatisé, plus besoin de back-office. Je pense qu'il va y avoir une énorme restructuration dans les banques dans les années à venir. Vous avez aussi Corda. C'est un peu les deux gros, hein, Canton et Corda.
Mais c'est ça qui les intéresse. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est qu'ils sont en train de mettre ça en place. Et au début, on va échanger donc des actifs financiers traditionnels, mais très rapidement, tout va s'échanger. En fait, tout va s'échanger très rapidement. Voilà, jusqu'à justement là où vous avez les banques centrales qui s'y mettent. Donc là, Trump, sur la partie crypto. Trump commence à dire bon, on va faire une réserve. Ça, c'est nouveau. C'est le premier à le dire. Donc il y en a quand même pas mal qui le suivent. Bon, sauf l'Europe, évidemment. Eux, ils ont dit, Christine Lagarde l'a dit hier, on va pas faire de réserve. Si tout le monde s'y met, je vois pas comment ils vont pas s'y mettre. Mais le gros intérêt, là encore, des banques centrales, c'est de créer des central bank digital currencies, donc des monnaies numériques de banque centrale, qui sont donc des monnaies programmables, comme vous le savez sans doute, et qui sont, c'est pas si différent de notre euro digital. Le seul truc, c'est la structure sur laquelle ils vont être échangés et le fait que, en fait, ils auront accès à toutes les datas. Alors c'est très sérieux, hein, faut pas croire que ce soit complètement. Je veux dire, ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus, très sérieusement. Il suffit d'aller sur le site de la BIS, la Bank of International Settlement, qui est basée en Suisse. C'est le chef d'orchestre de tout ça. Ils ont, allez voir, c'est public. Je veux dire, je fais pas de complotisme. Vous savez, il y a 40 projets ouverts sur la mise en œuvre de ces monnaies de banque centrale. Alors ils nous disent, mais non, mais ça va être pour les banques, ça va être pour les associations, ça va être pour faire du paiement interbancaire. Et vous apercevez qu'il y a plein de projets qui sont pour les retail aussi. Donc personnellement, je crois qu'on va les avoir très rapidement. Donc ils avaient parlé, le CEO, le président de la Banque de France avait dit 2026. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais bon, là, on a Trump qui a dit qu'il refusait ces monnaies-là. Donc ça va sans doute mettre un frein. Eux, ils n'ont aucun intérêt, les États-Unis, à ce qu'il y ait ce genre de monnaie. Ils ont une monnaie de réserve, ils ont une suprématie, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des monnaies qui s'échangent beaucoup plus facilement et qui en fait porteraient atteinte à leur hégémonie. C'est clairement ce qui est en train de se passer. Ça ressemblerait à ça, et c'est dans le rapport, je le tire du site, c'est pas... en gros, vous auriez vous voyez, par région, donc là vous avez Israël, je sais plus, c'est la Suède ou la Norvège, et en gros vous avez ici les banques centrales qui vont émettre leur monnaie, à travers les banques commerciales vont devenir les relais, c'est là où vous aurez vos wallets. Alors pour l'adoption au début vous direz non, puis après ils vont vous dire en fait on va vous donner de l'argent comme en Chine, ils l'ont déjà fait. Et donc vous accepterez, et puis vous aurez de toute façon plus le choix. Et c'est intéressant qu'il y ait un débat parce que en fait, ils auront la main sur votre argent. Bon, ils l'ont déjà beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que il suffit de regarder en Chine ce qui se passe en fait, avec l'IA qui vous reconnaît, qui vous donne des points, et à tout moment ils peuvent vous empêcher de payer des billets d'avion. Je pense que c'est un débat qu'il faut avoir. C'est intéressant qu'ils en parlent. Ils en parlent plus aux US. En Europe, on n'en parle pas beaucoup et pourtant ça avance vite. Je pense que c'est important d'en parler. Et donc, c'est bien quelque part que Trump ait mis ça sur la table. Mais donc, vous voyez, ça serait la Bank of International Settlement qui ferait les transferts internationaux, un peu comme SWIFT. Oui, donc les US, ils n'ont aucun intérêt actuellement à ce que ça se développe parce que sans ça, on n'a plus besoin de SWIFT. Pour eux, c'est un énorme outil de pression politique. Et voilà, après, il y aurait un système d'API. Et là, vous avez plein de projets crypto, notamment, qui se sont plugués déjà, qui sont déjà utilisés par les banques centrales. Donc ça, lui, il nous dit, donc c'est le directeur de la Bank of International Settlement qui nous dit, voilà, écoutez, dépêchez-vous de faire vos réglementations. C'est pour ça qu'en Europe, on est des bons élèves. C'est ce que je voulais vous dire, un peu, essayer de brosser un tableau global. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.